Il y a 2 ans, là, quand j'ai commencé à faire des sphères, j'avais réalisé ce dispositif-là, avec lequel d'ailleurs j'ai fait toutes les sphères qui sont sur Google Maps, et où la tête verticale était positionnée manuellement entre chaque séance de prise de vue avec la tête panoramique. Et ben, il s'est avéré assez vite que bon, ce serait intéressant d'avoir un automatisme total pour la rapidité des opérations et puis aussi la fiabilité de l'opération, et notamment dans des endroits difficiles. Donc j'ai repris le projet que j'avais un peu laissé de côté, je l'ai repris cette année, et donc dans cette vidéo, je vais exposer ce qu'il en est et en profiter pour parler aussi donc de l'utilisation d'un APN et des photos HDR pour réaliser ces sphères. Alors, le dispositif pour réaliser en automatique des photosphères est composé d'une tête Triopo du commerce. C'est une tête panoramique qui permet de faire un certain nombre de photos bien déterminées sur 360 degrés. Au-dessus, l'ensemble que je viens de terminer, qui est composé donc de la tête verticale et les circuits de commande là dans ce boîtier. Alors la tête Triopo, j'ai dû faire une modification, c'est-à-dire pour qu'il puisse y avoir un automatisme, c'est-à-dire que j'ai greffé ici un switch avec un ergo qui permet de repérer la position 0 degré et commander ainsi la tête verticale. Bon, le boîtier de commande, bon, il comporte premièrement une télécommande qui est la télécommande de la tête Triopo, hein, qui m'a permis d'interfacer cette tête Triopo avec mes circuits de commande. Une deuxième télécommande qui est la télécommande qui permet de déclencher le smartphone, parce que le smartphone ne peut pas être déclenché directement en filaire par la tête Triopo. J'ai donc ici une télécommande Bluetooth qui est commandée par la tête Triopo. Oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'ici j'ai reporté 2 LED qui appartiennent donc à la télécommande de la tête Triopo. Ici, l'émission entre la tête et puis et sa télécommande et inversement. Et ici, le mode qui est donc ici en vert, le mode 30 degrés, qui est le mode standard pour toutes les positions pour faire la sphère, sauf les positions du zénith. Bon, il y a également ici 2 boutons qui permettent de faire manœuvrer la tête verticale ou la tête horizontale. Bon, alors pour la tête horizontale, il s'agit simplement d'un retour à la position initiale dans le cas où on aurait arrêté la tête Triopo en cours de route, ce qui peut arriver par exemple pour un incident quelconque ou un passage nuageux, on décide d'arrêter le cycle, donc on arrête la tête Triopo, et quand on veut repartir, il faut donc la remettre en position initiale, et ce bouton sert à ça, ce qui va la ramener à la position 0 degré. Bon, là, le bouton vertical lui permet de positionner la tête verticale sur toutes les positions qui existent, et ce qui permet effectivement éventuellement de refaire une séquence en manuel en se repositionnant à l'angle que l'on veut refaire. Bon. Ici on a donc un voyant qui permet de voir si on peut démarrer le cycle, si 3 conditions sont bien remplies, c'est-à-dire la tête Triopo à sa position de départ, 0 degré, la tête verticale à sa position de départ également, et que le switch ici, eh bien, l'inter plutôt, est bien en position automatique. Si c'est le cas, le cycle peut être démarré. Bon, il y a aussi un retardateur qui permet d'évacuer l'endroit s'il est difficile pour sortir du champ. Donc là ici j'ai mis sur 5 secondes, on est vert, donc on peut donc partir. Voilà, le voyant rouge clignote du retardateur. Le cycle part, le buzzer prévient, on est en position moins 45, la tête Triopo, voilà, on entend le smartphone qui déclenche, il va faire ses 12 photos. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin pour la démonstration, j'arrête. Je remets sous tension, je me mets en manuel, et voilà, et je ramène la tête Triopo, comme j'ai dit tout à l'heure, en position initiale.
Voilà, de la même façon, il va falloir amener la tête verticale en position. Donc voilà, à chaque fois que j'appuie, elle va se déplacer d'un cran. Là, elle se met en position 0 degré. Là, elle se met en position plus 45. Bon, si je maintiens appuyé, bien sûr, elle va tourner sans arrêt. Bon, là, je relâche puisqu'elle a passé la position zénith. Et elle va se remettre en position initiale. Ça vibre parce qu'on arrive en position de départ. Le voyant n'est pas allumé. Pourquoi? Parce que, voilà, j'étais pas en automatique. Bon. Donc, comme on a pu le voir, la tête verticale a donc plusieurs positions. Là, c'est la position de départ. Je me mets en manuel. Là, c'est la position moins 45. Alors, pour la position moins 45, on fait donc 12 photos. Alors, le principe, c'est que lorsque je revois une impulsion ici, j'auto-alimente le motoréducteur. Le switch sort de l'encoche parce que la tête, effectivement, comporte un disque avec un nombre d'encoches correspondant aux différentes positions. Donc, quand le switch sort de l'encoche, il se met en auto-alimentation et le moteur tourne jusqu'à retrouver l'encoche suivante de la position suivante et donc s'arrête. Et à ce moment-là, une impulsion est envoyée ici à la tête triopo pour faire démarrer son cycle. Et de la même manière, quand la tête triopo revient à sa position de départ, sur son switch de départ, elle envoie une impulsion qui va faire partir la tête verticale en auto-alimentation pour regagner la position suivante. Sauf bien sûr à la dernière position, la position de démarrage, où il y a un second disque avec une encoche beaucoup plus large qui indique que l'on est en fin de cycle et qu'il ne faut pas relancer le cycle. On est donc en position 0 degré. On passe ensuite en position 45, où on fait 12 photos. Mais où ça change, c'est que quand on va passer en position zénith, il y a un troisième contact dans la tête qui va envoyer une impulsion à la tête triopo pour lui dire de changer de mode et on va passer de 30 degrés à 120 degrés. Et la diode ici va s'éteindre. Voilà, et c'est éteinte. Et donc là, on va faire que 3 photos, ce qui est amplement suffisant pour le zénith. On revient ensuite donc en position initiale et le troisième contact va à nouveau redonner une impulsion qui va faire passer le mode, voilà, c'est allumé en mode 30 degrés. Bon, il y a une dernière chose, c'est que là, donc, on a fait donc 39 photos, mais il en reste une importante. Une seule suffit, j'en fais généralement 3. Ce sont les photos sous le pied. Donc, on enlève le pied, et bon, la meilleure des solutions, enfin que j'ai retenu avec le smartphone, c'est que je prends le pied à la main, horizontalement, et je le déclenche, bon, à l'aide ici de la petite télécommande filaire, parce que j'ai le pied tendu à bout de bras, et donc je prends une ou deux photos en ayant repéré à peu près où se trouvait le centre du pied. Bon, il faut dire que c'est assez tolérant au montage et que généralement j'ai jamais eu de problème de raccord. Ce qui est d'ailleurs assez extraordinaire dans le logiciel de montage, c'est que bon, souvent, on voit quand même mes pieds, ou même pour les autres photos, si les pieds sont trop écartés, on voit les pieds. Mais le logiciel, à partir du moment où il a l'information de ce qu'il y a par une autre photo, il a l'information de ce qu'il y a à l'emplacement où il y a ses pieds ou mon pied, il est capable de complètement éliminer. C'est-à-dire sur la photo finale, sur la photo source finale, il n'y a pas la présence des pieds ou la présence de mon pied. Non, c'est vraiment quelque chose de très très bien fait. Bon, le principe est simple, comme je l'ai dit, mais bon, il y a quand même pas mal de câblage. Et notamment pas mal de connecteurs, hein, si on veut pouvoir, notamment pour les mises au point, faire fonctionner tout ça en dehors du boîtier, ne pas être gêné par le boîtier. Donc pas mal de connecteurs, pas mal de nappes. Sinon, bon, ce sont essentiellement des micro relais, hein, qui sont vraiment de très très petites dimensions, dire plus gros qu'un circuit intégré. Bon, il y a un circuit intégré, celui qui sert à la temporisation,
Et sinon, bon, les condensateurs qui servent pour les impulsions. On va passer maintenant à la démonstration de la réalisation d'une photosphère. Voilà, c'est parti. On peut voir la diode ici, la diode du temporisateur clignoté. Voilà, ça démarre. Le buzzer signale le départ du cycle. Et on est alors en position moins 45. Et la tête Triopo a été démarrée. Il va faire ses 12 photos. On peut entendre le déclenchement de l'appareil qui se fait en 3 fois. C'est qu'on fait à chaque fois 3 photos avec des indices de lumination de moins 1, 0 et plus 1. Ça va permettre de faire des photos qu'on appelle HDR, donc à haute dynamique de luminosité et de contraste, qui est particulièrement utile dans le cadre d'un panorama, d'une sphère, parce que on passe forcément dans des zones très très différentes, notamment lorsqu'on est en contre-jour, avec donc des luminosités très élevées, et on passe aussi dans des zones beaucoup plus sombres. Bon, l'appareil qui est utilisé ici est un appareil qui a la caractéristique d'avoir déjà un très gros capteur, un tel que ceux des réflexes, et en plus, bon, il a les possibilités de semblables à celles de cet appareil, notamment cette possibilité donc, dont je viens de parler, qui s'appelle le bracketing, qu'on n'a pas sur les appareils de moyenne gamme. Bon, on a bientôt fait 360 degrés, on va arriver à une position où la tête verticale, voilà, va se mettre en position 0 degré. On a entendu le petit bip d'ailleurs de la tête Triopo. Et voilà, on est reparti pour les 3 photos à chaque position. Mais la prise de vue de photosphère est assez délicate, notamment au niveau du ciel, car si on manque de toute référence avec un ciel bleu, on a énormément de mal, le logiciel a énormément de mal à arriver à assembler les photos correctement. C'est pour ça qu'on a souvent intérêt à se mettre sous un arbre, enfin qui est en fait une petite référence dans le zénith. Un ciel nuageux aide à faire cet assemblage à partir du moment où il n'y a pas du vent, parce que là ça devient la catastrophe. Donc l'idéal pour faire une photosphère, c'est d'avoir déjà un temps lumineux mais pas trop ensoleillé pour éviter les trop forts contrastes, ne pas avoir de vent, qui d'ailleurs fait aussi bouger la tête panoramique. On peut voir le niveau à bulle qui sert à régler la bonne position de la tête panoramique. Éviter d'avoir un horizon qui n'est pas droit, enfin un tas de problèmes de ce style. Bon, on arrive à nouveau à un changement de position de la tête verticale, voilà, des bips de la tête Triopo, et voilà, on est reparti pour toute la série à plus 45. La tête Triopo, bon, je la trouve un peu lente. C'est pour ça que dans un premier projet d'automatisation de la prise de vue, j'avais pris en charge aussi la rotation horizontale avec un motoréducteur plus rapide que cette tête-là. Bon, je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que je suis tombé sur des problèmes d'encombrement. Et bon, la logique fonctionnait très bien, mais quand il a fallu mettre ça dans le boîtier, bon, avec le moteur et tout ça, il n'y avait plus assez de place, et puis donc j'avais donc un peu abandonné le projet, je l'ai donc repris, mais là en utilisant la tête Triopo et me contentant de cette vitesse. Bon, la vitesse rapide, bon, aurait peut-être aussi un inconvénient, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une petite vibration à l'arrêt donc de la rotation horizontale, bon, qui n'est pas gênante parce qu'il y a un temps d'attente et donc elle est stabilisée lorsque la prise de vue déclenche. Et peut-être que ça aurait été difficile à gérer avec une tête plus rapide. Là, on va arriver donc à la dernière position qui est celle du zénith. Et là, pour cette position, donc la tête Triopo va être mise dans un autre mode où on va faire que 3 photos. Voilà, on passe en mode zénith. Première photo.
Donc sur le côté, là on peut voir le motoréducteur. Le cycle est bientôt terminé. Dernière photo. Et on va basculer, on va retourner en mode d'attente. Pour une photo qui est prise qui sert à rien. Le bip de fin de cycle. Et voilà, on est de retour. Voilà, c'est terminé. On se retrouve donc avec plus de 120 photos à traiter. On voit bien les triplets de photos faites pour chaque prise de vue. Donc pour traiter tout ça, donc pour transformer ces triplets en photos HDR, j'utilise un logiciel qui est capable donc de traiter par lot, et donc il va donc traiter toutes les 3 images dans la source que je vous donne là, qui est donc ici le dossier 6. Sélectionner un dossier. Voilà, et on voit bien qu'il repère les triplets et qu'il va donc pouvoir ensuite les traiter et les mettre dans un dossier de photos terminé. Je ne vais pas aller plus loin. On a les photos là dans le dossier traité, les photos HDR. Et pour voir un peu ce qu'est une photo HDR, j'ai fait une sélection d'une photo. Ici que j'ai mis dans exemple HDR. Alors voilà. On charge l'appareil. Alors ça c'est la photo à plus 1 indice de lumination. La photo normale, la exposition normale. Et une photo à exposition moins 1 indice de lumination. Et on va voir ensuite ce que donne la photo HDR. Voilà la photo HDR. C'est-à-dire que les fonds qui étaient noirs bouchés là apparaissent avec du détail. Enfin, il y a donc c'est uniforme. Il y a une grande dynamique de lumière et de contraste. Bon, moi je la trouve un tout petit peu saturée en couleur. Bon, ça j'aurais pu le prédéfinir lors du traitement. Bon, là je l'ai fait sur la photo. Bon, c'est une question de goût. Moi je trouve que c'est un peu saturé. Donc comparaison entre la photo HDR et la photo normale. On voit la grosse différence. Le logiciel s'est servi en fait par exemple pour le ciel. Il s'est servi de la photo à moins 1 IL pour le ciel. Et par exemple, ici, il a utilisé la photo à plus 1 IL pour le muret. Et ce qui fait donc ensuite un ensemble homogène. Bon, maintenant, il faut assembler la sphère. J'utilise pour ça Image Composite Editor de Microsoft qui fonctionne vraiment très bien. Donc les photos HDR sont importées. Maintenant, on va les aligner et les fusionner. Le traitement est assez rapide. Voilà, c'est terminé. Et voilà la sphère qui apparaît. Alors naturellement, là, il faut un logiciel ensuite pour la regarder. Il n'y a plus qu'à l'exporter sur le disque. Voilà. Et je l'enregistre. On va regarder le résultat final dans FSP Viewer. Voilà. Ouvrir. C'est un gros fichier qui fait plus de 60 mégas. Il demande un certain temps de chargement. Voilà. Donc voilà. Donc l'endroit pour faire cette photosphère, c'est un endroit idéal pour tester justement l'assemblage, parce que ça peut pas être plus difficile comme exemple. Parce que déjà énormément de plans rapprochés, des grilles, un fil. C'est tout ce qu'il y a de plus difficile pour faire un assemblage. C'est-à-dire que le moins de défauts d'assemblage se voit. Bon là,
on pourra remarquer que c'est relativement correct, hein. Je n'ai pas détecté vraiment de problème majeur d'assemblage. Donc voilà, on fait les 360 degrés dans le bras. Là, comme je disais, on ne voit pas mes pieds, hein. Tout a absolument disparu. Voilà. Vraiment, le ciel est parfait. Il y a de très bons raccordements. Bon. Alors là, c'est une photosphère qui fait plus de 300 mégapixels. Bon. Et donc le résultat, effectivement, est très bon, hein. C'est-à-dire qu'en plus, avec l'appareil à gros capteur, on peut faire des zooms vraiment qui sont de très bonne qualité, hein. Allez regarder jusqu'à la vue de Chaumont, comme si on était au télé, hein. Bon, quand on importe ça dans Google Maps, bon, c'est plus la même chose, hein, parce que d'abord, c'est un peu normal, on ne peut pas se permettre d'avoir des sphères aussi grosses, parce que les vitesses de transfert, lorsqu'on visionne, seraient trop longues, et le chargement serait long. En plus, bon, sur les serveurs, ça encombrerait beaucoup de place, mais le problème qu'il y a, c'est que la qualité n'est pas celle-là. En plus, on voit très souvent, là, parce qu'on n'a pas cette fluidité qu'on a avec ce logiciel, hein. C'est que très souvent, quand on tourne comme ça, quand on explore la sphère, les parties qui sont pas visionnées, on les voit se charger, elles sont un peu floutées pendant quelques instants. Voilà, j'ai l'air très perplexe là, ouais. Très perplexe. Une précision, bon, je disais que la sphère fait 300 mégapixels, plus de 300 mégapixels. Bon, sur Google Maps, au maximum, ça peut être du 80 mégapixels, et la norme, c'est plutôt 30. Là, ce qui est un bon compromis, malgré tout, entre la fluidité et la qualité. Et ce qui permet aussi sur Google Street de les regarder avec un casque en réalité virtuelle, ce qui est impressionnant au niveau de l'immersion. Alors pour le réalisme, hein, il faut naturellement, quand on regarde une sphère, il faut avoir un zoom qui soit compatible avec la vision humaine. Bon, ce que fait d'ailleurs ce logiciel-là, qui l'ouvre, je pense, avec un zoom très correct. Google Maps l'ouvre avec un zoom un peu faible, et lorsqu'on a un zoom un peu faible, regarde, le réalisme et les déformations, c'est pas terrible, hein. Bon. Alors donc, une vision humaine, à peu près, bon, ça c'est à peu près conforme. Donc voilà, là on obtient quelque chose de très correct. Bon, ce coup-ci, je pense que j'ai fait le tour.